BFM Business, l'émission qui donne envie d'entreprendre, l'entreprise BFM avec les éco-entrepreneurs. Philippe Bloch et Arnaud Le Gall. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du week-end de l'entreprise BFM consacrée, vous le savez, à l'esprit d'entreprendre. Depuis 13 ans, Arnaud. Et oui, on ne s'en lasse pas. On ne s'en lasse pas. Bonjour Arnaud. Sauf que nous sommes maintenant diffusés, vous le savez, en télé et en radio et multidiffusés, puisqu'au-delà de cette première émission, vous pouvez nous retrouver le dimanche à 22h et le mardi à 14h. Par contre, vous le savez aussi, ce qui ne change pas, ce sont nos deux invités de première partie, un invité du week-end et une niaque. On a le plaisir ce week-end d'accueillir Joël Tout-le-Monde, le président de Veryware en première partie, et Franck Dubré, le coprésident du groupe Dragonfly. BFM Business, l'entreprise BFM. L'invité. Notre invité ce week-end, c'est un distributeur. Effectivement, c'est un distributeur. Notre invité de la semaine, il est à la tête d'un groupe dont le nom ne vous est pas forcément familier, Deviane, mais dont les enseignes ont des chances de l'être bien davantage. Deviane, donc, Julie & Co, sans oublier le site web Démarquez-vous, qu'il a racheté en 2015 pour permettre à ce groupe Veryware de prendre le virage du e-commerce. Alors, c'est une ETI de 130 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui est tout simplement le leader de la distribution de prêt-à-porter multimarque en France. Joël Tout-le-Monde est un fils du Nord, c'est aussi un briscard du textile avec une carrière de manager salarié qu'il a amené chez Camaïeu, parmi les passages marquants qui ont précédé son arrivée chez Deviane. Camaïeu, où il a été jusqu'à la direction générale du groupe et à la création de la marque pour hommes Jules. Je crois que vous en avez été l'un des principaux moteurs. Vous êtes entré chez Deviane comme directeur général également, avant d'en prendre le contrôle au fil de LBO et de renommer donc le groupe Veryware en 2009. C'est un groupe que vous avez non seulement développé grâce à 80 points de vente, excusez du peu, mais aussi à bon nombre d'opérations de croissance externe, sans oublier la conception de marques, des marques comme C'est beau la vie, Julie Guerlain, Tibet, Cambridge, la liste pourrait être dévidée comme cela, tel un écheveau, c'est Veryware, ou encore également un point important, c'est la distribution B2B avec la société Astermode qui en fin de compte diffuse auprès de pas moins de 1000 détaillants, je crois indépendants en France et plus récemment à l'export. Alors autant vous dire que ce membre éminent et actif de la communauté ETI de la région lilloise que nous connaissons bien, a un certain nombre de choses à partager avec nous sur la manière dont on reste indépendant et dont on continue d'innover et de croître dans un secteur que l'on sait être hyper compétitif. Merci Arnaud, la région lilloise qui est une grande patrie de distributeurs, on le sait. Bonjour Joël Tout-le-Monde. Bonjour. Alors là, on est dans un cas formidable pour nous de l'entrepreneur qui est devenu entrepreneur après être passé salarié. Donc ça, c'est un truc qu'on adore parce que on aime comprendre les mécanismes qui font qu'on devient entrepreneur, en l'occurrence du coup repreneur. Racontez-nous les débuts. Est-ce que vous aviez pensé un jour avoir votre propre entreprise et qui plus est sous un format de cette nature, par des LBO ou par une reprise de cette nature ? Alors bon, tout d'abord, je vous remercie de votre invitation. Notre entreprise est effectivement pas très connue, malgré ses 130 ans d'existence. 130 ans, oui. Et qui, jour après jour, essaye se modernise pour répondre aux défis du moment. Alors, une petite correction, c'est qu'en réalité, j'ai été entrepreneur très jeune. Ah oui, alors racontez-nous. Absolument, dans un contexte d'entreprise familiale. Oui. Auquel, à un moment donné, j'ai choisi de prendre mes distances pour intégrer une aventure formidable qui était celle du groupe Camaïeu. Alors, ça m'intéresse quand même. Pourquoi on quitte justement l'entrepreneuriat familial pour devenir salarié avant d'y revenir d'ailleurs ? Alors, écoutez, vous savez, dans les entreprises familiales, elles étaient d'abord très modestes. Ensuite, parfois, il y a des vicissitudes qui peuvent amener à se poser un certain nombre de questions. En tout cas, le périmètre d'activité n'était pas forcément celui dans lequel je me voyais vieillir. Et donc, je suis retourné vers mes premiers amours puisque j'ai malgré tout démarré dans la distribution textile pour mes premiers apprentissages. Arnaud, d'où vient justement cette passion ? Parce que vous êtes diplômé de l'EDEC, donc vous auriez pu partir dans un tout autre secteur d'activité. Et effectivement, un intérêt plus que marqué pour le textile, parce que ça fait quand même quelques décennies que vous êtes actif dans ce domaine. Ça vous vient d'où ? Alors, vous savez, le choix du premier job à l'époque où, en ce qui nous concerne, on rentrait sur le marché du travail était assez déterminant pour la suite. Et pour ma part, je suis rentré non pas dans le textile, mais dans le retail, que je trouvais un métier extrêmement apprenant, concret, avec des aventures humaines fort importantes. À l'époque, c'était l'émergence de grands distributeurs dans la région lilloise, et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas. Puis après, une fois qu'on rentre dans le textile,
On n'en sort plus. On s'aperçoit que c'est un métier qui est Très très vivant, qui pousse à l'action, à la remise en cause en permanence. Et il y a beaucoup de gens qui n'en sortent plus. Je fais partie de cela. Et il y a toujours eu cette double dimension, c'est-à-dire une double passion, en fin de compte, derrière cet intérêt pour le textile. On a l'impression que vous avez deux passions. D'une part, une passion pour le point de vente et l'ouverture de points de vente, la création de réseaux. Et d'autre part, une passion pour les marques. C'est la création de Jules que j'évoquais tout à l'heure autour de Camailleux. C'est ça. Absolument. Alors les deux, c'est-à-dire que dans le textile, le développement des points de vente a connu une croissance phénoménale pendant 20 ans quasiment. C'était l'épopée de tous les distributeurs. Mais c'est vrai que les enseignes se multipliant en nombre de points de vente, la concurrence étant ce qu'elle est, à un moment donné, il faut réussir à apporter une valeur ajoutée, une spécificité. Et la marque est incontestablement un bon soutien de cette stratégie. Alors, comme vous l'avez dit à un moment donné, je n'ai pas créé Jules, j'ai racheté la marque Jules en ayant créé Camailleux Homme, ce qui n'est pas tout à fait pareil. D'accord. Et ça a été ensuite une formidable aventure. De combien d'années d'ailleurs dans ce groupe ? Les deux étaient fusionnés. Oui. Ouais. Combien d'années dans ce groupe Camailleux avec toutes ces créations et ce développement dans le groupe ? Chez Camailleux ? Oui, combien d'années vous passez ? Écoutez, moi j'ai été embauché pour créer la chaîne Homme. On a ouvert plus de 100 magasins en 3 ans. Mm-hmm. Donc ça a été une aventure de développement extrêmement puissante. Ensuite, on a changé d'actionnaire, il a fallu changer de nom. Tout ça a été une actualité très marquante. Et un beau jour, je décidé de reprendre ma liberté. Alors on y vient, justement. Et j'ai intégré l'entreprise de Vianne. Qu'est-ce qui vous attirait que vous ne trouviez plus ? Alors écoutez, je vais vous faire une réponse extrêmement bête, mais on peut raconter. Avec l'expérience que j'avais, j'étais plutôt appelé à des missions sur Paris avec des entreprises un peu formatées pour mon expérience. J'avais à l'époque 4 enfants en bas âge et j'ai choisi de rester en province. D'accord. Et donc, choix personnel. Il s'est trouvé qu'on m'a sollicité pour diriger cette entreprise de Vianne dans laquelle il y avait un peu de boulot. Où on était alors justement quand vous arrivez, c'était une entreprise qui cette entreprise de 130 ans à cette époque-là ? C'est une entreprise qui avait donc 130 ans, qui était dirigée par la famille de Vianne. C'était, je crois, la 4e génération, mais qui avait incontestablement besoin d'une relance, d'une modernisation, même si elle était très performante. Elle avait besoin de se repositionner sur un marché qui avait considérablement bougé. Et donc, je suis arrivé dans cette entreprise. Et très vite, j'ai fait le diagnostic qu'il y avait à l'intérieur de son paysage un ADN historique qui était très spécifique, qui était l'ADN du choix et du service. Et en réalité, là où toute la distribution textile s'homogénéisait, se simplifiait, avec des performances remarquables d'ailleurs, j'ai dit, cette entreprise est certes vieillissante, mais elle a dans son histoire et dans son ADN des choses qui méritent d'être revitalisées, redynamisées. Ça a été mon combat immédiat. Quelle était sa faiblesse ou quelles étaient ses faiblesses ? Elle avait cet atout, mais quelles étaient ses faiblesses à vos yeux ? Alors, elle avait probablement un déficit d'investissement et de modernité, des savoir-faire qui avaient pris, dans un certain nombre de domaines, un peu de retard par rapport à ce qui se faisait dans le monde du retail moderne. Mm-hmm. Et donc, avec l'expérience que j'avais, je me suis très vite attelé à essayer d'intégrer ces savoir-faire et cette modernité. Et donc très rapidement, de directeur général, vous devenez repreneur, en fin de compte, grâce à ce LBO. Comment est-ce que les choses se passent ? Parce que ce sont des expériences qui sont toujours intéressantes de partager, parce que le LBO, on entend dire tout son contraire, et donc souvent n'importe quoi. Racontez-nous un peu comment ça se passe. Oui, alors en fait, ce sont des choix qui n'en sont pas vraiment. Il y avait deux actionnaires qui étaient à l'époque le groupe Somfy et puis la famille de Vianne, pour différentes raisons. L'un a décidé de reprendre sa liberté, l'autre a décidé de racheter puis de revendre. Et donc je me suis trouvé à une confluence qui, par un heureux concours de circonstances, ça arrive parfois, mais la chance sourit aux esprits préparés, comme on dit, m'a permis de faire un premier LBO qui a été très bon, presque trop bon, j'ai envie de dire. En tout cas, trop court, puisque ce premier LBO a duré 2 ans. J'étais à l'époque minoritaire et mon actionnaire majoritaire a décidé de nous vendre. On peut parler chiffres ou pas ? Est-ce que c'est confidentiel ? Parce que c'est intéressant pour nos auditeurs de voir, quand on arrive comme salarié dans un groupe de cette taille, comment je convainc des gens d'accompagner. Il faut financer ce LBO. Quel risque je prends ? Combien de temps je sais si je vais ou pas gagner mon pari ? Est-ce qu'on peut essayer d'éclairer, sauf si c'est confidentiel bien sûr, mais quelques éléments de ce pari que vous avez pris à ce moment-là ? Alors écoutez, à cette époque, c'est une entreprise qui a été valorisée raisonnablement pour les acheteurs et les vendeurs. Ça s'est fait dans un délai très rapide. Il y avait des acquaintances personnelles avec des gens qui ont fait des go-between. Donc c'est un LBO que j'évoque comme un LBO, mais qui en réalité était une reprise, reprise par des investisseurs financiers. D'accord. Et qui donc, étant majoritaires et n'étant pas du tout intéressés par le métier, mais malgré tout ont permis ce changement de parrain, j'ai envie de dire de parrain capitalistique, se sont très vite désengagés, et beaucoup plus vite que ce que je n'avais imaginé par rapport notamment à la transformation de l'entreprise.
Donc à ce moment-là, je me suis plutôt trouvé dans une situation de LBO défensif, c'est-à-dire il fallait réagir. Et j'ai trouvé un chevalier blanc qui s'est intéressé, 2 chevaliers blancs qui sont intéressés à l'entreprise. Et ça, c'était en 2007. 2007 qui était la fin des LBO merveilleux, entre guillemets. Et donc nous avons vécu depuis 2007 une période moins heureuse. Et donc après un LBO très, très, très performant, il y a un deuxième LBO qui s'est déroulé qui, pour le coup, était moins facile. Vous n'ignorez pas les difficultés dans lesquelles à partir de 2008. Voilà. Et qui vous a permis du coup de prendre le contrôle de l'entreprise aujourd'hui? Alors aujourd'hui, oui, sachant que, j'ai envie de dire, c'est pas forcément une fin en soi. Non, mais c'est souvent une préoccupation des entrepreneurs. Voilà, depuis 10 ans, il se trouve que l'entreprise a maintenu ses investissements dans un contexte économique quand même pas facile. Vous savez que dans le textile, maintenir ses investissements, sa croissance, ses savoir-faire, alors que le marché a quasiment perdu 20% depuis ces 10 années-là, forcément, le LBO s'en est trouvé un peu chahuté. Il y a des gens qui sont sortis, d'autres qui sont rentrés. Et donc, il y a une reconfiguration qui s'est faite. Voilà. Mais même effectivement, si les histoires sont rarement simples, les histoires de cette nature, surtout dans le contexte économique, dans la conjoncture que vous évoquiez, conjoncture économique et financière. Mais à ce moment-là, vous avez pu avoir les coups des franches et vraiment passer dans une logique de développement. Et j'aimerais que, justement, vous nous en parliez, parce que vous avez utilisé beaucoup de leviers, de la croissance externe, un investissement, même si c'est plus récent, sur Internet, ces activités dans le B2B, vous avez complètement transfiguré, en fin de compte, cette noble et vieille maison qu'était Deviane. Comment est-ce qu'on aborde une phase comme celle-ci? Parce que c'est aussi ce qui vous permet d'être un indépendant aussi en croissance dans un secteur où bon nombre des autres indépendants ont beaucoup souffert. Vous avez diversifié vos champs d'action, on vous a vu tous azimuts. Comment est-ce qu'on se fixe des priorités? Comment est-ce qu'on entraîne son équipe dans une histoire comme celle-ci? Là, en réalité, je ne sais pas si on doit parler de croissance ou de transformation. Oui, c'est un mot qui vous est cher. Voilà. Voilà. En fait, l'entreprise était sur un métier historique, demandait à être modernisée. J'ai passé quelques années à la moderniser. Et ensuite, il a fallu effectivement trouver de la croissance. Dans son modèle historique, dans un contexte financier, c'était quelque chose qui n'était pas facile. Et donc, on s'est très vite orienté vers des croissances externes. Et en fait, les croissances externes, étant fatalement sur des pratiques du métier un peu différentes, nous a amené à transformer l'entreprise. Et au travers de cette transformation, on y a trouvé des opportunités par rapport au monde qui bougeait. Et donc, d'une enseigne multimarque de périphérie, on a fait de la marque le cœur de notre stratégie, d'où les développements que vous avez évoqués en B2B, d'où l'Internet, d'où le multi-enseigne, le multi-format, le multi-canaux. C'est-à-dire toutes les marques que citait Arnaud, c'était de la croissance externe ou il y a eu des créations? Non, toutes nos marques privatives sont des marques internes. Oui. Nous sommes juste en train de lancer une marque en licence, qui est une nouveauté pour nous, qui sera lancée l'hiver prochain dans l'univers de la jeanerie. Et donc j'aimerais que vous, justement, on rentre un peu dans les détails de ce modèle, effectivement, qui est celui de Veryware. Donc une entreprise qui avance, là, de manière presque inexorable, sur ses deux pieds. D'un côté, la distribution, B2C avant tout, mais également B2B. De l'autre, la création de marques. Alors on peut voir effectivement assez naturellement les passerelles, mais on a envie que vous nous les détailliez un petit peu avec vos mots à vous. Alors, en réalité, il y a à la clé des savoir-faire qui sont très différents. Le retail, c'est un métier sur lequel c'est un métier de distribution, de flux, d'animation des hommes, de mise en valeur du produit. Et la marque, c'est un savoir-faire qui est d'une nature un peu différente. Et donc, très vite, j'ai organisé l'entreprise avec ces deux jambes et en cherchant des leviers de développement au travers des marques. Et à l'occasion d'une acquisition, de façon pas totalement inconsciente, on a intégré une entreprise qui faisait du B2B, qui vendait des marques venant d'Allemagne, et progressivement, nous avons intégré nos marques. Et aujourd'hui, 100% de l'activité de cette entreprise sont nos marques, qui fait donc que certaines de nos marques, d'ailleurs, sont diffusées plus à l'extérieur de l'entreprise que dans l'entreprise. Cet outil, c'est Astermode, c'est ce qui est aujourd'hui Astermode, cette société de distribution B2B. Multimarque, elle aussi, est notamment vecteur de vos marques. Absolument. Alors, pendant qu'on s'est développé là-dessus, on a pris du retard sur la digitalisation dont on savait qu'il fallait faire quelque chose. Mais pour une multimarque, c'est assez difficile, c'est très onéreux. La mise en place de notre diagnostic, c'était complexe. Et donc, on s'est laissé prendre du retard en se disant comment est-ce qu'on va franchir la marche. Et on a fait l'acquisition en 2005 de façon assez heureuse d'une entreprise qui était multimarque sur le web. Et le site Démarquez-vous, avec des tirets entre les différents mois. Absolument. Et depuis donc 2 ans que nous avons intégré cette entreprise, j'ai envie de dire qu'on a
En tout cas, j'espère qu'on va prendre 5 ans d'avance sur ce que finalement les pure players cherchent à avoir aujourd'hui, à savoir des points de vente. Donc on essaye de réconcilier nos meilleurs savoir-faire en retail avec les meilleurs savoir-faire du web pour justement donner le meilleur des deux mondes à nos clients. Alors justement, ça c'est un point dont on parle souvent dans cet univers. On a une spécialiste de la distribution, notre chère Catherine Barba, qui insiste sur le fait que le magasin n'est pas bonjour mort, à Catherine à New York si elle nous écoute. malgré effectivement le développement d'Internet, puisque vous êtes justement au milieu de tout cela. Comment est-ce qu'on joue efficacement sur cette complémentarité entre ce qu'on appelait autrefois le mortar et le clic? À un moment où les deux se rejoignent, comme vous le dites. Absolument. Alors nous, en ce qui nous concerne, on a acheté une activité pure player, mais ce n'était pas ça la motivation. Ce qui nous motivait, c'était les savoir-faire, les hommes qui étaient dans cette entreprise. L'idée étant de transformer notre modèle historique. Bon. Et donc, on a bien avancé là-dedans, même on a fait des pas de géant. Et aujourd'hui, on propose à l'ensemble de nos clients, de nos magasins, une offre augmentée. C'est-à-dire qu'on double quasiment l'offre dans nos magasins, qui est déjà pourtant très large, puisqu'on diffuse en gros 120 marques sur la totalité de notre proposition commerciale. Et donc, avec cette offre augmentée et les services qui sont liés en magasin, services qui sont très développés, puisque par exemple, il y a beaucoup qui l'ignorent, mais avec 80 magasins, on a quasiment 90 couturières dans la société. On fait des retouches. Ce qui est pour le coup un vrai plus par rapport aux pure players, qui eux n'ont pas ce type de service. Absolument. D'où la complémentarité du mortar et du clic là. Mais qui n'est pas facile à maintenir, parce que pour trouver des couturières en France, heureusement qu'on garde précieusement et que ces couturières sont attachées à l'entreprise, puisqu'on a très peu de turnover et bien souvent on les amène à la retraite. Mais d'ailleurs, pour pallier cette difficulté, on vient de créer, avec une école de la région, une école en alternance pour former des couturières et qu'on embauche d'ailleurs à la sortie de leur formation. Quels sont vos principaux défis de demain, Joël Tout-le-Monde? Parce qu'effectivement, il y a la digitalisation du retail au sens large. Il y a dans les métiers quand même du textile une espèce d'accélération des effets de mode. En bout d'une semaine, j'ai l'impression qu'il faut tout renouveler en permanence. Il y a les problématiques de croissance, de financement. Le mortar, c'est cher, malgré tout. Il y a les fonds de commerce ne sont pas effondrés. Quand on se développe, il faut quand même investir des capitaux. Vos principaux enjeux au sein du groupe Veriware aujourd'hui, dans les années qui viennent, quels sont-ils? C'est cette transformation digitale. C'est elle pour l'essentiel? Absolument. Elle est absolue. On voit bien que ça va très vite, quand vous savez qu'Amazon est en passe de devenir le premier distributeur textile au monde. Le premier distributeur de tout, en fait. Absolument. Donc, si vous voulez, les lignes bougent à une vitesse effarante. Et pourtant, il y a 10 ans, les professionnels se disaient jamais ils n'y viendront. Et disaient, jamais le textile ne serait affecté par ou l'alimentaire, ou plein d'autres choses. Du fait des problèmes d'essayage, etc. Donc, ça bouge à une vitesse excessive. Mais on se rend compte en même temps que les clients, en tout cas en ce qui concerne notre clientèle, accèdent au digital, mais ne délaissent pas pour autant le magasin physique. Et donc notre challenge, c'est d'apporter le meilleur des deux mondes à nos clients, les services, la proximité, la rapidité, l'hyper-choix dans ce qui les concerne, puisqu'on ne va évidemment pas servir la planète, 100% des cibles clients. On est plutôt sur une clientèle qui a 40 ans et plus, donc ça limite. Mais qui pour autant est tout à fait digital aujourd'hui. Absolument, qui s'y est mis très vite et qui aujourd'hui, pour lequel ça ne représente aucune barrière. Et si ça représente une barrière, on forme nos équipiers à former nos clients. C'est vrai. Absolument. Alors, du coup, la croissance peut être quoi dans les années qui viennent? Est-ce qu'il y a encore de la croissance pour vous et sous quelle forme? Écoutez, l'avenir le dira. La croissance, ce n'est pas forcément une fin en soi. Je pense qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment la transformation. Je pense qu'on aura de la croissance pour une raison simple, c'est que notre écosystème, notre projet stratégique, c'est de construire un écosystème entre les marques et le consommateur et d'offrir entre ces deux couches un dispositif qui intègre certes aujourd'hui nos succursales, mais comme vous le disiez tout à l'heure, nous avons 1000 points de vente qui sont aujourd'hui nos clients B2B et on souhaiterait les intégrer dans notre écosystème. Digital. Absolument. Et donc faire en sorte que ce soit des points de service avec l'offre augmentée que pourront proposer notre site internet. Donc tout ça, ça va prendre quelques années et on a largement de quoi faire de la croissance, en tout cas qualitative et intensive dans les prochaines années. Avec l'existant. Je crois savoir que Astermod vous a permis aussi de faire des premiers pas à l'export. C'est quelque chose sur lequel vous souhaitez justement intensifier vos efforts? Absolument. Absolument. Ça fait longtemps qu'on sait que les marques françaises ont une appétence à l'export. On a fait des expériences de diverses natures qui nous ont permis d'apprendre. Mais aujourd'hui, on est mûr pour travailler à l'export et on va s'orienter vers une formule probablement un peu originale qui consiste à essayer de monter des alliances avec d'autres distributeurs dans d'autres pays européens
On a d'ailleurs un premier projet qui est très très bien entamé pour l'année prochaine. L'idée étant d'essayer d'apporter aux consommateurs et aux marques un service qui puisse sortir de nos frontières et en tout cas être homogène et performant. Métier apporteur de solutions, comme on se plaît à se dire à ce micro, voilà, les ressources, les opportunités qui sont à saisir dans le monde du B2B sont pratiquement sans limite. Absolument sans limite. Et en interne, je dis, écoutez, notre combat, c'est d'être le plus transparent possible, mais d'apporter entre les marques et le consommateur la solution la plus rapide et la plus performante. Dernière question, Joël Tout-le-Monde, il nous reste un peu moins d'une minute. Quelle est la différence entre la vie de Joël Tout-le-Monde, ancien salarié, et celle de Joël Tout-le-monde, entrepreneur, développeur, risqueur devant l'éternel ? Écoutez, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Moi, je pense qu'il y en a une. Plein, même. Dites-moi. Je pense que l'entrepreneur... L'entrepreneur, il a comme caractéristique, c'est qu'il se bat pour la valeur matérielle au profit de ses actionnaires, qu'ils soient managers ou entrepreneurs. L'entrepreneur ou le manager, mais l'entrepreneur qui a du temps pour lui, va essayer de créer de la valeur immatérielle, préparer le moyen terme. Et je pense que l'entrepreneur a cette dimension de la préparation du moyen terme, où là, je pense que c'est un vrai... Parce qu'il maîtrise un peu mieux son destin que celui du salarié, peut-être. Absolument, et donc peut travailler l'entreprise sur ses fondamentaux, parfois au détriment d'ailleurs de la valeur matérielle. C'est sûr. Mais ça, il faut considérer ça comme un investissement. Mais dans tous les cas, vous vous éclatez. Absolument. Bon, c'est ce qu'il nous fallait entendre. Merci beaucoup, Joël Tout-le-Monde. Je rappelle que vous êtes le président de Veryware. On attaque tout de suite avec la niaque de la semaine. BFM Business, l'entreprise BFM. La niaque de la semaine. Et la niaque de la semaine, c'est Franck Dubré, le cofondateur du groupe Dragonfly, Arnaud. Alors effectivement, notre niaque de la semaine est aussi un dirigeant de TI, une ETI qui a, cela dit, l'ambition de grandir encore vite et fort, et c'est pour cela que l'on a... Une grosse niaque par rapport aux habitudes. Une grosse niaque, effectivement, plusieurs dizaines de millions d'euros déjà de chiffre d'affaires. Alors Dragonfly, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est une société, on peut résumer cela, une société de services numériques créée en 1995, mais qui est spécialisée dans le cloud et l'infogérance. Ses nouvelles ambitions, puisque c'est ce sur quoi nous allons nous concentrer, ce sont d'une part le développement à l'international, notamment l'Afrique. Je crois qu'il y a une première porte d'entrée en Tunisie. C'est un pays également toujours intéressant à évoquer. Et d'autre part, son essor sur le marché des grands comptes et notamment le cloud computing. Alors on sait d'expérience que des plus gros clients d'un côté et l'international, ça fait rêver beaucoup de monde. Vous allez nous dire comment on fait, mon cher Franck. Merci Arnaud. Bonjour Franck Dubré. Bonjour. Alors 95, j'essaie de me rappeler, le cloud, on n'en parlait pas beaucoup quand même à l'époque. Ah non, on n'en parlait même pas du tout. On est d'accord. 10-12 ans pour arriver au cloud computing. C'est votre première entreprise à l'époque ou pas ? C'est ma première entreprise. Ouais. J'ai démarré dans la sécurité informatique. D'accord. Et début des années 2000, on a pris un virage vers les métiers de service, infogérance. Et vers 2005, on s'est jeté dans ce qui était un nouveau métier pour nous, dans le cloud computing. C'était en 2005. D'accord, on en parlait peu, mais vous le faisiez. Des pionniers du cloud, hein, quand on remet ça effectivement. Et à l'époque, ça nécessitait des investissements importants ou pas ? C'était risqué. Quelles compétences fallait-il pour devenir un des acteurs que vous êtes en train de devenir ? C'était un gros acteur de ce marché. Le cloud, par rapport au métier de service traditionnel de service, on est sur des métiers où il faut acheter des machines, il faut acheter du stockage, il faut acheter du réseau, de la climatisation, par la climatisation très grosse climatisation, des groupes électrogènes. On a besoin de tout ça. Oui. Et donc, c'est des métiers sur lesquels on a un ticket d'entrée qui est assez significatif. Sachant que ça se fait plutôt en France ou pas, ces investissements ? Parce qu'on a toujours en tête ces espèces d'énormes entrepôts de données dans le fin fond chez Google ou Apple. Mais là, les vôtres sont en France ? Nos clients sont français. Oui. Donc, l'ensemble de nos data centers sont situés sur la France. C'est important ça en termes de sécurisation des données dans les clients ? C'est essentiel. C'est même pour un certain nombre de nos clients un aspect réglementaire qui est nécessaire d'observer. Ouais. D'accord. C'est obligatoire pour certains. Obligatoire d'avoir leurs données en France. Encore une fois, toujours ces contraintes qui créent des opportunités pour des entreprises telles que les vôtres. Clairement. Ouais. Voilà. Donc en 2005, vous pesez quoi quand vous vous lancez dans le cloud ? On fait un peu moins d'une dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Combien de salariés à l'époque ? Une petite centaine. Donc on est aujourd'hui 450 dans le groupe. Oui. Et donc, comme vous l'indiquiez, un petit morceau maintenant d'effectifs en Afrique, puisqu'on a pris la décision il y a maintenant 2 ans et demi, non pas d'investir vers l'Europe ou les États-Unis, mais d'investir vers... Trop surchargé, trop de concurrence. Voilà, beaucoup trop concurrentiel, et d'aller vers un territoire complètement en friche. Vierge. C'est ça. La Tunisie est vierge en cloud ? Totalement vierge, puisqu'on est devenu l'acteur numéro 1 simplement du fait de s'y installer et d'être les seuls sur place à en faire. Donc, et first mover advantage. C'est intéressant parce qu'il ne faut pas oublier qu'effectivement la Tunisie pour vous c'est une tête de pont, hein. Rien que dans l'Afrique francophone, il y a plusieurs centaines de millions de clients potentiels et qui sont justement très très branchés sur le mobile et donc avec derrière de potentiels boulevards pour une entreprise comme les vôtres. C'est exactement ça. Moi ce qui m'a poussé vers l'Afrique, c'est d'imaginer qu'en fait on allait avoir là-bas des usages qui n'existent pas en Occident. Et c'est ce que l'on voit simplement par fait de contraintes
différentes qui n'existent pas en Occident. Et c'est ce qu'on observe. Exemple. Vous parlez ce qui est l'exemple phare, c'est le paiement par mobile et la manière dont il est fait en Afrique. Enfin, on est passé de rien au mobile, en fait. Tout à fait, voilà, sans passer par la bancarisation à travers les cartes bleues, à travers l'échiquier. Et ça, c'est en Afrique du Nord, mais dans toute l'Afrique également. Donc vous visez également le reste de l'Afrique aujourd'hui ? C'est ça. Pour nous, la Tunisie, c'est une tête de pont. On y a trouvé de la fibre optique, on y a trouvé des data centers de dernière génération extrêmement sécurisants. Qui existaient ? C'est-à-dire que vous n'avez même pas construit ces data centers. Non, on va s'installer chez des. Mais alors, pardonnez-moi, mais vous dites que vous êtes arrivé en terrain vierge. Ils étaient utilisés par qui ces data centers à ce moment-là ? Alors, ils venaient d'être construits. Par qui ? Des investisseurs tunisiens ou... Des investisseurs tunisiens, qui ont vu le truc comme vous dans les et plans France-Tunisie même. On trouvera bien une entreprise à qui on pourra louer nos services, c'était ça l'idée ? Il ne faut pas oublier qu'en Tunisie, des opérateurs télécoms. Voilà, et puis il y a une tradition entrepreneuriale d'un côté, il y a toujours eu effectivement des salariés extrêmement bien formés, toujours eu un investissement dans les... C'est ça le deuxième avantage. Notamment dans ces métiers de l'informatique. Voilà. On a des étudiants là-bas qui ont des niveaux qui va être très compliqué de trouver dans le reste de l'Afrique. On peut le faire seul ou il faut le faire comme dans certains pays avec des partenaires locaux quand on y va systématiquement avec quelqu'un. L'Afrique a cette particularité, cette complexité. C'est quand on n'est pas africain, aller discuter localement avec les clients, c'est extrêmement compliqué de se mettre dans la culture. Il n'y a pas qu'en Afrique. Hein. Mais en Afrique, c'est particulièrement important. Aussi. Oui. Et donc on y va en Tunisie, on est associé avec le plus gros industriel du pays qui mesure quelque chose comme 10 ou 15 000 employés dans d'autres secteurs, a construit un data center pour ses propres activités et nous a invités à travers un joint venture à venir faire du cloud computing. Alors, le plan de marche, le rêve fou de Franck Dubré dans les 5 ou 10 ans à venir en matière de marché de cloud computing, vous voulez peser quoi, où, comment, combien, avec qui ? Alors, pour le moment, on est sur nos plans à 2020, donc on doit doubler notre chiffre d'affaires d'ici 2020, c'est-à-dire une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Et puis de poursuivre notre développement sur l'Afrique. Il y a tant à faire. Et à nouveau, on se projette là sur un moyen-long terme en termes de développement et on pense passer un peu devant les gros acteurs type Microsoft, Google. Voilà, ils sont très peu devant. On n'a pas dit à côté. Voilà, ils sont très peu présents sur place. Et sont assez... parce que c'est des tout petits marchés à l'heure actuelle pour eux. Et donc, nous, on s'installe progressivement. Il nous reste 20 secondes, mais comment est-ce qu'on finance une telle aventure ? On a totalement été financé en fonds propres depuis l'origine. Donc, depuis 1995. Un tout petit. En fait, en 99, on a rejoint un groupe plus gros que le nôtre, le groupe Neurone. On a levé quelques centaines de milliers d'euros à ce moment-là. Et sinon, c'est nos bénéfices d'une année sur l'autre qui nous permettent de faire l'année suivante. Belle histoire, non ? Ça s'appelle la niaque de la semaine. Merci beaucoup, Franck Dubré. Je rappelle que vous êtes le cofondateur du groupe Dragonfly. Et à propos d'investissement, on marque une pause et juste après la pause sur BFM Business, on vous retrouve pour parler justement Private Equity pour la deuxième partie d'émission, Entreprise et Capital sur BFM Business. BFM Business, l'entreprise BFM. L'émission qui donne envie d'entreprendre.